Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Jefferson Desport, je suis journaliste politique à Sud-Ouest. Bonjour Bernard Kouchner. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pour ce sujet pendant 3/4 d'heure. ONG, une épopée difficile, ce qui nous amènera sur le terrain des relations internationales que vous connaissez parfaitement bien. On évoquera aussi les questions migratoires et la situation des Kurdes notamment. Avant cela, Bernard Kouchner, je vais rappeler que vous êtes médecin. Vous avez participé à la création de Médecins sans frontières en 1971, puis de Médecins du Monde en 1980. Vous êtes aussi un homme politique, bien sûr. Je vais rappeler que vous avez été ministre sous 3 présidents de la République différents. C'est assez rare. Je vais commencer par... Vous avez été ministre de la Santé sous François Mitterrand. Le Premier ministre d'alors était Pierre Bérégovoy. Vous avez été ensuite secrétaire d'État... Michel Rocard, c'était... Je croyais que c'était Bérégovoy. Bon. N'oubliez pas, Michel. On va... Justement. Alors, après, secrétaire d'État sous Jacques Chirac, Lionel Jospin à Matignon. Entre-temps, vous devenez haut responsable pour le Kosovo, pour l'ONU. Vous devenez ministre délégué de la Santé, toujours sous Jospin et Chirac. Et enfin, ministre des Affaires étrangères et européennes sous Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre d'alors n'est pas un homme de gauche à Matignon, c'est François Fillon, un homme de droite. À cet égard, vous êtes pratiquement un précurseur du macronisme, presque un pionnier avant l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Avant ça, on va revenir sur notre sujet. ONG, une épopée difficile. On va remonter un peu le temps, Bernard Kouchner, en 70-71, quand Médecins sans frontières voit le jour. Quelles sont vos convictions d'alors? Quel est le contexte? Et qu'est-ce qui vous motive sur ce sujet de l'ONG? Est-ce que vous sentez que c'est le bon outil pour faire bouger les choses? 68, il y a eu d'autres agitations que la mienne. Hein. Bien sûr. 68, il s'agissait de la première équipe médicale, médico-chirurgicale, qui était mise à la disposition de la Croix-Rouge internationale dans cette guerre entre le Biafra, qui était l'ouest, sud-ouest du pays, et le reste du Nigeria. Et donc, à l'époque, nous avons tous été, enfin ceux qui étaient là, vous n'y étiez pas, vous avez de la chance, choqués par la photo des enfants amaigris et des enfants avec un gros ventre et des enfants qui mouraient surtout. Et donc, nous avons participé, enfin, nous avons fait de notre mieux pour essayer de soulager la souffrance, c'est déjà ça, mais essayer qu'ils ne meurent pas. Or, nous n'avions aucune expérience de ces maladies-là, et c'était les maladies de la pauvreté et de la famine, en réalité. Bref, nous avons, après 2 ans d'intervention sur le terrain, décidé, quelques-uns d'entre nous, qui furent ces médecins du Biafra et qui devinrent les French Doctors, nous avons décidé qu'il fallait une organisation prête à répondre à l'urgence et un peu préparée à cette urgence, puisque les grands médecins français que nous étions n'avaient aucune notion, ou très peu, de ce qui se passait dans les pays du dénuement. Est-ce que c'est facile à mettre en place quand on est dans le contexte-là? Parce que justement, on n'a pas l'information en temps réel comme on l'a aujourd'hui. Non, vous parlez de l'information ou vous parlez de la mise au point de l'organisation Médecins sans frontières? De mettre en place Médecins sans frontières. Est-ce que c'est une logistique particulière? Personne n'en voulait, personne. On nous appelait médecins sans diplôme, c'était assez joli, alors qu'on avait plein de diplômes. Et puis surtout, tout le monde s'en moquait. Vous n'aviez pas le droit de franchir la ligne théorique, vous n'aviez pas le droit de soigner les malades italiens ou espagnols. Aucun. Parce que voilà, il fallait être assujetti à un système d'assurance maladie. C'est ça qui retenait. Il n'y avait pas d'insert national de la médecine. Nous avons décidé de franchir les frontières, d'où le nom Médecins sans frontières. Vous avez le sentiment d'avoir enfoncé les portes? Pardon? Vous avez le sentiment d'avoir enfoncé les portes à ce moment-là? Bah oui, et même des gens qui ont été arrêtés, ils nous ont été en prison, bien sûr, on a enfoncé les portes. Maintenant, c'est devenu évident qu'il faille enfoncer les portes, mais à l'époque, c'était très iconoclaste. Alors justement, on va rester sur ce terrain-là des ONG, de votre action, parce que tout au long de votre carrière, on vous a vu dans de nombreux théâtres d'opérations, de guerre, situations difficiles. Vous avez évoqué le Biafra, on aurait pu rappeler le Vietnam, on pourrait rappeler le Soudan, on pourrait rappeler le Libéria, j'en passe. Mais on ne peut pas parler du French Doctor sans parler de la Somalie et de cette image de vous avec le sac de riz
qui a fait beaucoup parler en France notamment. Vous pouvez pas l'éviter celle-là? Ouais, ça fait exactement 500 fois. Exactement. Mais arrêtez, Exactement. j'ai donné à manger aux enfants qui avaient mort de... Attendez. Vous le savez. Non, Bernard j'ai Kouchner, compris votre question. Bernard Kouchner, vous voyez, tout le monde réagit parce que tout le monde s'en souvient. Et la question, c'est, racontez-nous ce moment-là, est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Parce que je vois bien que ça fait 500 fois qu'on vous a posé la question. Vous savez, dans pas longtemps, il ne restera pas grand-chose de vous et de moi. Hein. Espérons Est-ce que c'est un système de jugement? Il y avait, à cette époque, selon les chiffres de l'UNICEF officiels, 1000 enfants qui mouraient par jour. C'était la famine, il y avait une guerre, et les ports d'arrivée en Somalie à Mogadiscio, étaient bloqués. Et en plus, il y avait une tempête. Donc, après avoir mis cette opération, dont je rappelle, mais vous ne vous en souvenez pas, pourtant vous posez une question que tout le monde pose, bravo, eh bien, attendez. Votre question, je la connais, laissez-moi ma réponse. On en a parlé avant. Allez-y. C'est gentil, hein. C'est moi que vous interviewez. Bon, alors, il y avait, je vous le signale, environ 3 mois que cette nourriture qui était celle des enfants de France, c'était le riz. Il n'y avait plus de riz dans aucun des supermarchés français parce que les enfants des écoles, car c'est avec le ministère de l'Éducation nationale que j'ai fait ça, étaient venus apporter le même jour 200 grammes, 300 grammes, 1 kilo de riz. Et ceci avait été collecté, c'était un vrai mouvement national, par la Poste, par la SNCF, etc. Et enfin, ils étaient sur un bateau. Mais le bateau n'arrivait pas parce qu'il y avait une tempête. Et pendant 3 mois, tout le monde a cru que le riz était gâché ou pourri ou que souvent il n'arriverait pas. D'où la nécessité, puisque le port de Mogadiscio était fermé, il y avait des batailles dans le port, c'était de faire arriver sur la plage, avec un système qu'on avait mis sur pied avec des volontaires, etc., des Somaliens, et donc de signifier que c'était arrivé et qu'on n'avait pas volé le riz. D'où le sac de riz dont tous les médecins qui ont participé à ça s'en souviennent avec émotion, mais surtout les Africains. Venez avec moi en Afrique, vous allez voir. Nous avons sauvé un certain nombre, pas tous, hein, évidemment, mais c'était significatif. Il en est beaucoup moins, les chiffres ont été diminués pendant un certain temps, et il y a eu 7 bateaux qui sont arrivés. Je vois qu'on... Alors le sac de riz, en gros, j'en suis très fier. C'est là où je voulais en venir. Donc on peut vous reposer la question une 501e fois alors. Finalement. Oui, 501, mais vous l'avez posée, passons à autre chose. Justement, on va s'intéresser on va franchir les étapes et on va revenir à des sujets plus actuels qui mêlent à la fois l'humanitaire et l'international. Ce sont vos 2 chevaux de bataille, Bernard Kouchner. Revenons sur la situation des Kurdes, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. Il y a eu cette offensive. Je parle des Kurdes de Syrie parce que je sais que vous voyez, il y a une situation un peu plus globale. Vous allez nous expliquer simplement. Expliquez-nous avec votre regard cette offensive turque dans le nord-est de la Syrie contre la milice kurde, qui était en première ligne pour lutter contre le djihadisme. Et les djihadistes qui détenaient beaucoup de djihadistes, de soldats dans des camps. Aujourd'hui, on en est où? Vous diriez que c'est uniquement une trahison américaine parce que l'offensive turque a pu avancer avec le départ des Américains, ou est-ce que vous pensez que c'est une appréciation un peu trop réductrice? Évidemment, ça a été une grosse trahison américaine, mais ça rappelle que nous avions aussi des soldats français qui sont partis en même temps. Bien sûr. Donc, il ne faut pas faire les malins. Évidemment, vous savez, c'est la tradition française de dire du mal des Américains tout le temps, et de les appeler tout le temps quand on a besoin d'eux. Ce n'est pas extrêmement, comment dirais-je, fair-play. Mais là, évidemment, il était certain qu'ils allaient partir un peu. Mais il faut expliquer. Qui s'est battu contre l'État islamique, ce qu'on appelait le Daesh? Ce sont les Kurdes. Les Kurdes ont été armés, soutenus par les Américains, par les Français, par les Britanniques, par les Canadiens. Il y a eu une coalition internationale. Mais ce sont eux qui se sont battus, ils ont eu 15 000 morts et un nombre énorme de blessés. Donc, si on a vaincu provisoirement, à mon avis, très provisoirement, l'État islamique, c'est parce que les Kurdes se sont sacrifiés. Ces Kurdes, c'était des Kurdes de Syrie. Il y a 40 millions de Kurdes, pas en Syrie, mais en Syrie, en Irak, en Iran et en Turquie. En Turquie, il y en a 20 millions.
C'est donc le peuple, le plus gros peuple sans État qui existe au monde. Ils sont 40 millions, ils n'ont pas d'État parce que nous avons, les colonisateurs, tracé des frontières qui n'avaient aucun sens par rapport aux gens qui habitaient. Donc, l'histoire est longue, bien sûr, mais là, il s'agissait des Kurdes syriens qui se battaient et qui sont environ 3 millions, 2 à 3 millions, peut-être un peu plus, dont on n'avait pas beaucoup entendu parler. Ceux-là étaient à côté des Kurdes d'Irak, qui eux sont 7 à 8 millions, et qui avaient fait un référendum pour savoir si le Kurdistan d'Irak pouvait être plus autonome, pas indépendant, il n'y avait pas le mot indépendance dans le texte du référendum, et ce référendum a été gagné par 92,7% des voix. 92%, on n'a jamais vu un référendum, et il a été contrôlé, bien entendu, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce succès triomphal qui disait, et d'ailleurs la constitution irakienne était un peu fédéraliste, donc ils avaient le droit à un peu d'autonomie en plus, d'autant qu'ils avaient du pétrole, le reste de l'Irak aussi. Malheureusement, ils se sont trahis entre eux, c'est la tradition un peu chez les Kurdes, hélas, 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 et il n'y a pas eu d'autonomie réelle, mais curieusement, dans ce pays qui maintenant se déchire, vous savez, l'Iran, beaucoup de morts dans les rues, l'Irak, encore plus pour le moment, enfin, les chiffres sont terriblement, mortellement concurrents. Et donc, toute cette agitation du Moyen-Orient, l'attaque des Turcs, l'attaque énorme et très meurtrière des Turcs, font que le Kurdistan d'Irak apparaît comme le seul endroit stable, ce qui est une contradiction terrible, puisqu'on pense qu'ils vont tout démolir. C'est l'endroit où il n'y a pas de guerre. Donc, quand on parle des Kurdes, il faut vraiment préciser. Les Kurdes de Turquie, qui sont les plus nombreux, je vous l'ai dit, 20 millions, eux-mêmes aspirent à quelque chose d'autre. Donc la grande crainte, légitime ou illégitime, la grande crainte serait que, comme on dit ces temps-ci, on coagule les luttes. On ne peut pas entendre une analyse radiophonique ou etc., de télévision sans entendre le mot coagulation. On a peur, au Moyen-Orient, les pays que nous avons tracés contre le gré des populations, qui n'avaient d'ailleurs pas été consultées, on craint que, entre l'Iran, 7 à 8 millions là aussi, les 20 millions de Kurdes, les Irakiens et les Syriens, il y ait un désir d'autonomie un peu plus marqué et de nouveau nationalisme qui serait un Kurdistan, un grand Kurdistan. Moi, je pense qu'il n'y a pas de crainte maintenant, mais à terme, ce serait là d'ailleurs la seule façon pour eux de se faire entendre à l'échelon international. Voilà où nous en sommes. Pour le moment, ils meurent parce qu'on ne sait pas, parce que ça ne fait plus la première page, mais tous les jours, il y a des bombardements turcs. Tous les jours. Et donc, cette bande... Est-ce que vous dites que la communauté internationale a baissé les bras, ne s'en préoccupe pas ? Vous croyez autre chose ? Ouais, c'est évident qu'elle a baissé les bras. Qui a gagné ? Poutine. Est-ce que vous mettez Poutine dans la coalition internationale ? C'est une bonne idée. Enfin, c'est pas fait. Hein ? Non, c'est pas fait. Et donc, il y a le grand, celui qui a triomphé et qui, au Moyen-Orient, occupe une place qu'occupaient les Américains, c'est Vladimir Poutine. Et donc, c'est lui. Vous savez, il y avait des patrouilles le long de toute la zone frontalière entre la Syrie et la Turquie, et c'était des patrouilles qui avaient été mises sur pied avec difficulté, des patrouilles mixtes entre les Américains et les Turcs. Et bien maintenant, il y a des patrouilles mixtes entre les Russes et les Turcs. Il n'y a plus de Trump. Il est parti en disant, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'un de ses bons mots, ça a été de dire, mais ces Turcs, ils n'étaient pas à la bataille de l'Atlantique. Ils ne nous ont pas aidés, oui. Ils n'étaient pas sur les plages de Normandie. Non, on lui a confirmé, ils n'étaient pas sur les plages de Normandie. Bon, voilà, donc les Kurdes demeurent des gens extraordinairement courageux qui n'ont pas compris. Ils ont eu tort, on a essayé de leur dire, mais enfin bon, que évidemment les Américains n'allaient pas rester éternellement. Et donc partiraient tous ceux qui, dans la coalition, dont les Français,
se battaient sur le terrain. Je sors un peu du sujet sur l'ONG, mais je reste sur la situation des Kurdes. Est-ce que vous estimez que cette offensive turque contre la milice kurde qui détenait donc des prisonniers djihadistes va relancer la question terroriste et en tout cas la porter à un cran au-dessus de ce qu'elle était? À mon avis, le terrorisme n'est pas fini, hein. Mais je dois vous dire que c'est quand même très important que les Kurdes qui se sont battus ont un système politique, s'ils en ont un, lorsqu'ils en ont un, qui fait que la démocratie n'est pas un vain mot. Chez eux, ce n'est pas la démocratie à la suédoise, mais c'est quand même un système démocratique avec des élections, avec un parlement, avec un rôle confié aux femmes. Et dans ces endroits du Moyen-Orient, ce n'est pas la tradition, qui est exactement, vous avez vu les combattantes kurdes, on a vu des films formidables à ce propos, et puis aussi, la religion et l'État ne sont pas à la place habituelle du Moyen-Orient, c'est-à-dire complètement agglomérés. Coagulés, vous diriez, non? Pardon? Coagulés? Coagulés, je voulais dire, mais je ne voulais pas vous moquer de vous. Coagulés, oui, coagulés. Eh bien, ils ne sont pas coagulés du tout. La mosquée d'un côté, le gouvernement de l'autre. C'est donc un endroit qui nous parle en termes démocratiques. Et je crois que c'est un vrai choix de se mettre. S'il y avait eu cet îlot de démocratie, même si on le met entre guillemets, au Kurdistan d'Irak, il y aurait un endroit stable pour les réfugiés, car ils vont se réfugier où? Ceux qui ont été les victimes de l'attaque turque, ils vont en Turquie où on les accueille et on les laisse passer même. Donc le foyer de terrorisme éventuel ou possible que vous évoquez, ce sera là. Ce sera là, c'est-à-dire qu'il y avait des prisons, on pouvait appeler ça prison, on disait que c'était des camps de prisonniers, mais c'était des prisons. Les gens de l'État islamique qui étaient arrêtés étaient enfermés par les Kurdes, mais qui n'avaient pas de système de justice pour les prendre en charge, et ils n'avaient pas non plus la possibilité de les garder très longtemps. Mais il y avait des dizaines de milliers de personnes. Où sont-elles maintenant? Certaines sont conservées dans ces camps, parce qu'il y a un système de garde qui marche, mais les autres se sont échappés. Bernard Kouchner, je voudrais qu'on revienne sur notre sujet ONG, une épopée difficile. Je voudrais qu'on aborde la question migratoire. Ça fait le lien avec ce dont on vient de parler. Vous, le partisan du droit d'ingérence, je voudrais qu'on revienne sur la question de la Méditerranée, de ces associations qui affrètent, de ces ONG qui affrètent des navires pour secourir les migrants en Méditerranée. À chaque fois qu'un bateau veut accoster, les pays se renvoient à la balle. C'est très difficile pour eux de trouver un port. Chacun se réfugie derrière le droit maritime. Est-ce que vous soutenez l'action de ces ONG dont on parle beaucoup? L'action de ces ONG, non seulement je la souhaite, mais j'y ai participé au début, puis enfin moi j'en avais fait déjà beaucoup. Vous avez raison de vouloir être seul, mais les deux grandes associations qui sont encore en mer, c'est Médecins sans frontières et Médecins du monde, j'ai fondé les deux. Je suis plutôt content, au bout d'un certain temps, qu'ils se soient rendus compte que c'était indispensable. Je les encourage et ils sont très utiles. Alors, c'est ce qu'on dit à chaque fois, ça les provoque pour partir. Mais ce n'est pas ça qui fait partir les gens, c'est la misère, c'est l'oppression, c'est la torture. Et c'est ça qu'ils fuient. Et lorsqu'on est partisan de la liberté, ou lorsqu'on est soi-disant le pays des droits de l'homme, on n'attend pas que les Allemands nous donnent une leçon de droits de l'homme. Ça a été une bonne surprise, parce que Mme Merkel, qui a sauvé l'honneur de l'Europe... accueilli 1 million de réfugiés. Eh bien, et alors? Évidemment, il y a des risques. Seulement ceux qu'elle a sauvés, eux, ils sont contents. Alors les Allemands, en effet, ont manifesté dans leur vote leur réprobation. C'est justement là où je voulais en venir. L'extrême droite a fait une grande percée en Allemagne. Est-ce que vous faites le lien direct entre cette politique d'accueil très forte, 1 million de réfugiés, et cette percée de l'extrême droite? Vous faites le lien forcément? Évidemment, bien sûr que oui. Il y avait pas. C'est le prix à payer, c'est le risque? Mais bien sûr, il faut l'accepter, ce risque. Mais il faut surtout parler, il faut surtout expliquer. Ce sont des gens qui meurent, ils ne viennent pas nous envahir. D'abord, on confond toujours en France, et il faut toujours faire la différence entre les gens qui viennent chercher un travail et ceux qui fuient, parce que sinon ils mourraient. On reviendra tout à l'heure sur les migrants économiques et justement le droit d'asile. Mais je reste sur ces non, ONG. Mais le droit d'asile, ce n'est pas pour les gens qui viennent chercher un travail. Nous sommes bien d'accord. Et ceux-là, malheureusement, on ne les renvoie pas chez eux
de la bonne façon. Il n'y a pas une bonne façon de renvoyer les gens chez eux. C'est pas gentil, d'accord, c'est pas gentil. Mais il n'y a pas de travail pour eux en ce moment. Bon, ceux-là, comme ils partent ensemble avec les mêmes passeurs, ils sont souvent sur les mêmes bateaux. Il y a aussi des gens qui viennent à pied. Et il faut, si on veut conserver des traditions, la France est théoriquement le pays qui défend la liberté. Liberté, c'est un joli mot, n'est-ce pas? Bon, eh bien on ne la défend pas beaucoup. Parce que pendant que Mme Merkel, n'oubliez pas que c'était 1 million, même si elle en a pris que 800 000, c'est beaucoup, c'est bien. Et nous, nous en avons pris 5 000 pendant ce temps-là. Vous voyez la différence quand même. Bon, je ne dis pas que c'était facile, je dis que malheureusement, il n'y a pas eu en Europe, il y a eu des réunions pour ça, il y a eu des décisions qui ont été prises, des propositions qui ont été faites aux 27 pays européens. Et nous, après la première réunion sur ce sujet, les chefs d'État ont demandé à la France d'en prendre 7 000. Ce n'est pas tragique dans un pays de près de 70 millions d'habitants, 67. Il y a eu un refus, il fallait l'unanimité pour que ces chiffres soient acceptés et qu'on bouge tous ensemble. L'Europe a failli à sa mission devant les gens qui se noyaient en mer. Et ils se noyaient dans notre mer Méditerranée, là où nos enfants font des pâtés de sable. Et nous, je m'en souviens, nous avions fait plusieurs bateaux pour aller en mer de Chine chercher les Vietnamiens qui fuyaient. Et ils ont été accueillis en France, et ça allait très bien. Malheureusement, ceux qui fuyaient le Daesh, fuyaient l'État islamique, fuyaient les tortures et les assassinats, et les têtes coupées. C'était une bonne raison pour les prendre. Mais seulement c'était des musulmans. Tout ça n'a pas été du tout discuté entre nous suffisamment. Entre nous, les Français, on avait le temps, il en partait tous les jours. Et ceux qui l'ont fait, il y en a quand même qui l'ont fait. Il y avait des gens préparés, il y avait des villages entiers qui étaient prêts, il y avait des maisons qui avaient été préparées, il y avait des activités, comme on l'avait fait avec les autres, avec les Vietnamiens. Je pense que c'est une grosse erreur politique de n'avoir pas de s'être pas reposé sur la générosité des Français. Je suis sûr qu'ils auraient accepté. On ne l'a pas fait, hélas. Et pourtant, je disais tout à l'heure, à chaque bateau, la question du droit maritime est posée. C'est le port le plus près qui doit l'accueillir. Ce port se ferme et il faut trouver, il reste plusieurs jours en mer, etc. Comment vous le vivez? C'est quoi? C'est de la politique? C'est du cynisme? Bien sûr, c'est de la politique la plus lamentablement politicienne. Il y a un droit de la mer pour les gens qui meurent. Les gens qui se noient, il faut les prendre. Et puis après, on se débrouille. Il y a eu une erreur aussi faite pour la France. Les Corses ont proposé d'un des bateaux, je ne me souviens plus, qui était bourré de réfugiés et qui commençait à aller très mal parce qu'on les avait refusés à Lampedusa, etc. Et les Corses, M. Simeoni, ont proposé de le prendre. Je ne sais pas pourquoi on a refusé. Je ne sais pas quel est le mal inspiré de ce gouvernement qui a refusé. C'était formidable. Les Corses l'acceptaient. La Corse, c'est grand et c'est pas beaucoup peuplé. J'avais fait ça pas avec les Vietnamiens d'ailleurs, avec des Kurdes, les premiers Kurdes. Avec Daniel Mitterrand, on avait fait ça. Ils ont reconstruit 3 villages en France. Eh bien, on n'a pas. Il y avait une espèce de vent de désespoir et nous étions tous, en gros, impressionnés par le Front National qui disait c'est des salauds, ils viennent nous prendre nos métiers. C'est complètement faux. Alors maintenant, on dit qu'il y a des quotas. Exactement. Il y aura peut-être des quotas. Quotas pour les migrants économiques. Mais avant de revenir là-dessus, juste, vous savez quelles sont les critiques qui sont opposées aux ONG, notamment Méditerranée, c'est de faire le jeu des passeurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En tout cas, à ceux qui le croient. Comment on peut démonter cet argument? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il faut se poser la question? Le jeu des personnes? Des passeurs. Mais bien sûr, il y a des passeurs. Et alors, on va les tuer? Mais quand vous voulez partir parce que votre famille est menacée, qu'on en a déjà tué un membre ou je ne sais combien d'autres, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, on vous propose ça, vous avez un peu d'argent, c'est horriblement cher. Il faut trouver de l'argent dans sa famille, etc. Et les gens vous promettent, malheureusement on le croit, mais là encore, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, et il ne faut pas qu'en même temps, il y avait des gens qui venaient d'Afghanistan, des gens qui venaient d'Albanie, en Albanie, il n'y a pas de terreur. Et ils étaient mélangés, ceux-là venaient par la terre. Mais il y avait beaucoup de citoyens des pays africains
qui ne craignaient pas pour leur vie. Eux venaient chercher du travail. C'est très difficile de faire ça parce que comme les passeurs insistent beaucoup, bourrent les bateaux et que ça se passait le plus souvent en Libye, bien sûr, alors on a proposé de mettre des spots, on a appelé ça des spots, un espèce d'écran pour faire cette différence. Parce qu'en fait, lorsque ces gens arrivent en France, on sépare ceux qui demandent le droit d'asile, mais ils demandent tous le droit d'asile. Et donc, il faut renforcer terriblement, on ne l'a pas fait assez, ce qu'on appelle l'OFPRA, c'est l'Office français des réfugiés apatrides. Et oui, ça prend du temps, il faut accélérer. Mais parce qu'après les avoir déboutés du droit d'asile, on dit déboutés du droit d'asile, en fait, on les laisse en France. Parce qu'il n'y a pas assez de circuits pour les raccompagner, parce qu'il n'y a pas assez d'avions, parce que ça coûte horriblement cher, etc. Donc s'il n'y a pas de solution ou même d'intérêt, de sensibilité européenne, comme Mme Merkel en a témoigné, c'est très difficile de trouver une solution. Mais il y a une chose qu'il faut faire. Il y a un accord qui s'appelle l'accord de Dublin, Irlande, qui fait que c'est le port dans lequel les réfugiés, enfin en tout cas ceux qui sont fuyards, accostent, c'est celui-là qui doit répartir les réfugiés dans tous les autres pays d'Europe. C'est pas bon. Il faut que tout le monde puisse travailler et il faut qu'il y ait une entreprise européenne pour accueillir ou ne pas accueillir les migrants. Ce serait plus humain, ce serait plus rationnel et ça n'entraînerait pas de difficultés particulières. Le chiffre, d'abord il y en a beaucoup moins maintenant, mais les chiffres face aux 550 millions d'Européens, c'est pas grand-chose. C'est l'ABC. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'Europe. On ne peut pas faire l'Europe seulement contre les États-Unis et l'Europe pour qu'il y ait un marché. Il n'y a pas de marché des esclaves, si j'ose dire, des pauvres types qui arrivent et qui n'ont rien. C'est l'ABC. Je connais plein d'organisations qui ont regretté qu'on ne vienne pas jusqu'à eux. Ils étaient prêtes. Il y avait des fondations, il y avait des organisations catholiques à Tire-Larigot. Qui étaient prêtes. Je reste sur ce... Je m'enflamme, pardon, mais je trouve que ne pas accueillir les gens qui se noient, alors qu'on sait qu'ils se noient, c'est quand même une belle saloperie. Bernard Kouchner. On est d'accord, hein ? Je reste sur ce sujet-là. Vous avez évoqué la question des quotas. Il y aura donc normalement des quotas économiques. Ça va être voté par l'Assemblée. C'est défendu par ce gouvernement. Qu'est-ce qu'en pense l'homme de gauche que vous êtes? Est-ce que le quota, c'est du pragmatisme? Mais la gauche n'a rien à voir là-dedans et la droite non plus. Je veux dire, c'est sur des mots, ça. Donc c'est quoi? C'est du pragmatisme? Non, pendant très longtemps, la gauche a dit pas de quotas. Tu parles, on prenait tout le monde. Comment on a construit notre pays? Et surtout après la guerre, d'Algérie, dont plus personne ne parle. Hein? Donc on les a accueillis parce qu'ils ont travaillé, c'est eux qui ont construit. Là, on nous dit, ce serait plus facile s'il y a des dispositifs dans les pays d'où partent les demandeurs d'asile, ceux-là. Hein? Parce que ceux qui fuient la Syrie, où il y a eu quand même 500 000 morts, entre parenthèses, il n'y a pas eu une seule manifestation centrale dans le pays des droits de l'homme pour protester, pour demander la paix en Syrie. Bon, ça prouve aussi la fatigue de l'indignation, compassion fatigue. Bon, si on dit il nous manque des plombiers, je ne vois pas le péché, il faut y avoir un crible qui soit bien fait, avec des correspondances dans les pays d'où partent les volontaires. Oui, pourquoi pas? Ça va être difficile à mettre sur pied, mais pourquoi pas? Il y a plein de pays qui ne sont pas plus à gauche ni à droite que nous, qui le font. Pense au Canada, au Canada, avec des quotas pareils, économiques, avec des métiers, des listes de professions, ça marche. Mais ça marche, c'est pas à nous de dire si ça marche. Est-ce qu'ils ont besoin d'emploi ou pas? On sait très bien que dans la restauration et dans la construction, on manque de main-d'œuvre. Et que c'est difficile en France de les faire bouger, d'aller dans une ville à la place de l'autre, etc. C'est en effet c'est pas la tradition française de se déplacer beaucoup. Et pourquoi pas? Enfin, d'abord, le système des quotas est loin d'être mis sur pied. Hein. Mais si ça, c'est pas rédhibitoire. Pourquoi pas? Si ça marche, très bien. Mais il faut d'abord mettre sur pied. Moi, j'avais proposé qu'il y ait un système européen du départ. Ceux qu'on refuse, il faut qu'ils repartent.
C'est ça qui fait qu'on a l'impression d'un engorgement. Il faut qu'il y ait un système européen. Je pensais qu'il devait y avoir un système avec les ministres du Travail qui puisse, de façon moins clandestine que de mettre entre deux flics, de forcer à monter dans l'avion. Il faut qu'on humanise un tout petit peu ce système. Alors quand on parle de cette question, forcément, on arrive sur l'AME, l'aide médicale d'État. Vous, le médecin, vous savez, c'est un argument de l'extrême droite, même d'une partie de la droite aujourd'hui, qui fait partie du débat politique, qui est utilisé sur cette question migratoire. Est-ce que ça vous révolte toujours? Vous parliez, on pêche un peu d'indignation. L'indignation n'est plus très, très, très forte en ce moment. En tout cas, est-ce que là, ça touche une corde sensible? Oui, qui s'indigne? L'extrême droite. Ben, l'extrême droite s'indigne parce qu'elle ne connaît pas les chiffres. C'est rien du tout, l'aide médicale d'État. C'est 0,4% des dépenses de la sécurité sociale. Et qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui est chez vous et qui a une maladie contagieuse? Il faut le soigner ou pas? Bon, si vous ne le soignez pas et qu'il reste, c'est quand même un danger pour les autres, le moins qu'on puisse dire. D'autre part, il y a des urgences. De toute façon, les urgences, en Europe, on est tenu de les prendre. Et maintenant, théoriquement, en tout cas quand il s'agit d'émigrés venus des pays européens, des 27, ceux-là, enfin le pays de départ paye pour eux. Alors, il reste évidemment, venus en particulier d'Afrique, un certain nombre de dettes dans les hôpitaux. Eh bien, il faut savoir, c'est le prix de la générosité. Quand c'est 0,4%, ça me paraît acceptable. Ce n'est pas des gens qui débordent les hôpitaux. Hein. Ce qui déborde les hôpitaux, c'est en particulier qu'on n'a pas su réformer le système d'urgence. Et on n'a pas su faire participer les médecins, en particulier généralistes, dans un système qui serait plus cohérent. Mais ce n'est pas l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, moi je l'ai acceptée, j'étais d'ailleurs ministre de la Santé, comme quelque chose de, pour un pays comme le nôtre, tout à fait normal. Les gens qui sont chez nous sont malades, qu'ils soient danois ou qu'ils soient maliens, c'est pas la même chose, vous me direz. Ben, pour le médecin, si. Et pourtant, cet argument, on n'en sort jamais, Bernard Kouchner. On n'en sort jamais de cet argument, ça revient toujours sempiternellement à l'Assemblée, dans ce débat-là. Vous êtes agacé, vous dites, mais on n'arrive pas à l'expliquer simplement. Quand on vous écoute, c'est très clair, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est très utile parce qu'on sait que si on reporte le soin, ça c'est le médecin, vous le direz mieux que moi, mais plus on va tarder à soigner, plus ça va coûter cher en plus. Ben, ça ne va pas coûter plus de 0,4%, c'est pas vrai. Et non seulement ça, mais ça frôle le racisme. On ne soigne pas les Noirs. Tiens, pourquoi? Bon, vous comprenez, on a beau... Non, d'abord, ils sont votés. Tout ça est voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. D'autres, ce sont des lois. L'aide médicale d'État, on l'a imposée. Pas imposée, on a expliqué qu'il y avait, à côté de la sécurité sociale, l'État qui prenait en charge cette petite somme. C'est la légalité. Il faut suivre la loi. Alors les gens ne sont pas contents, mais c'est... Vous connaissez les Français contents, vous? Ben non. Je reste sur le sujet de l'hôpital parce que voilà, je fais une parenthèse, mais on a forcément envie de vous entendre. Vous avez été ministre de la Santé. Vous parlez toujours de guerre. Vous savez que les French doctors, ils n'ont pas seulement été utilisés en cas de guerre où personne n'allait. Il y a eu des épidémies, par exemple Ebola, et même SIDA avant, où les médecins que l'on dit humanitaires, et c'est un joli mot, ont été les premiers. C'est à Lyon, chez M. Mérieux, qu'on a décrypté le génome du virus du sida. C'est nous qui sommes à l'origine de tout ça. C'est pas seulement on opère, comment dirais-je, les mains dans le sang, etc. C'est pas vrai, ça c'est la guerre. Mais les médecins français, les French doctors, ont fait école. Vous savez combien il y a d'ONG au monde? Dites-le nous. 40 000. 40 000 qui sont accrédités au système de, comment dirais-je, de financement des organisations internationales, en particulier de l'ONU. Ça marche. Alors, il y a des gens qui protestent parce qu'il y en a trop, au contraire, et que ça pèse terriblement dans les dotations de l'État. L'aide publique au développement diminue, mais on donne beaucoup aux ONG. Il y a des tas d'arguments pour et contre. Mais je pense que c'est un très gros progrès. Il y a 30 ans,
Il n'y avait pas d'ONG, très peu, et en tout cas dans le domaine médical, il y en avait très peu. Ce n'est pas nous qui avons commencé, ce sont les Anglais d'ailleurs. Je trouve que c'est un joli drapeau pour la France. Je reste sur ce sujet-là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on va sortir un tout petit peu de la question des ONG. Comment vous avez vécu les manifestations autour de l'hôpital ces derniers jours, ces annonces sur le plan de l'hôpital? Vous avez été ministre de la Santé à plusieurs reprises. C'est un sujet qui nous concerne tous, Bernard Kouchner. Est-ce qu'il y a une réponse à la hauteur? Est-ce que vous êtes toujours sensible à cette question-là, en tout cas? Quoi, pour les urgences? Pour les hôpitaux, le mouvement qui part de la grève des urgences il y a 8 mois et qui débouche avec ces oui, grandes manifestations et ce plan d'urgence pour l'hôpital. Non, mais je dis ça parce qu'il faut séparer les urgences du reste. Maintenant, ça a coagulé. Et il y avait dans la rue des médecins, des infirmiers, tout le monde. C'est normal, écoutez. D'abord, il faut vous mettre quelque chose dans la tête, mesdames et messieurs. Je le dis avec prudence, mais c'est comme ça. La médecine, ça coûtera plus cher. Les gens vivent 20 ans de plus et les progrès médicaux sont coûteux. Les appareillages médicaux, même les médicaments, même si on n'invente plus beaucoup ces temps-ci, mais on en inventera, et il y aura bientôt la médecine génomique, le génome. Donc, ce qu'on dépense maintenant, on risque de le rattraper, si j'ose dire, on risque d'être récompensé par une médecine préventive, ce qui serait l'idéal. Alors ça sous-entend tout un remue-ménage et toute une autre vision de la médecine pour qu'elle soit préventive. Bon, les urgences, c'était bien avant que tout ça se coagule. Les urgences étaient depuis de longs mois en grève. Depuis le mois de mars. Combien? Depuis le mois de mars, 8 mois. Oui, bah, pas mal, 8 mois. Ouais. Nombreux mois, donc 8. Et on n'a rien fait. Cauter sur jambe de bois, il fallait réorganiser tout le système. Je ne dis pas que ce soit facile. Hein. Heureusement, je n'en suis pas responsable. Mais j'ai été responsable de la médecine, ça ne marchait pas trop mal. Maintenant, la notion même de médecin généraliste est en train de basculer, enfin disons de se changer de pratique. Les médecins ne veulent plus prendre d'urgence, ou très peu. Dans chaque ville, il y en a quelques-uns, ils sont très courageux d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont moins de vacances, s'occupent moins de leur famille, etc. Ce sont des arguments qu'on écoute, qu'on reçoit tout le temps. Donc, le système qui consiste à aller à l'hôpital, même si c'est un petit bobo, même si c'est très grave, et de mélanger tout ça, n'est pas le bon système. Il faut inventer des cribles pour qu'on puisse... mieux réguler? Réguler, oui, réguler, ça fait un peu mécanique, mais qu'on puisse savoir de quoi il souffre, comprendre quelle est la pathologie et savoir comment on y répond. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'étapes à franchir avant d'être sur un brancard pour attendre des heures. C'est long, et il faut des milliards, oui, c'est sûr. Mais on n'y coupera pas. Et la réputation de la médecine française, qui quand même n'est pas mauvaise, le moins qu'on puisse dire, le mérite. Il faut qu'on puisse continuer à soigner des gens. Alors, l'idéal, c'est que malgré les progrès, malgré Google, malgré le fait que vous aurez un petit appareil qui prendra à la fois, je parle du téléphone, hein, votre tension et que des lunettes qui prendront le taux de diabète, malgré tout ça, il faudrait qu'il y ait un contact humain. C'est ça qu'il faut inventer. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais il faut inventer que le regard, les regards, le contact, ce qui est fondamental en médecine, puisse se poursuivre. On n'en a pas idée pour le moment. Et alors, il y a des problèmes d'argent, oui, bien sûr. On a fait de longues études, les médecins. Il faut qu'on puisse aussi profiter un tout petit peu de sa famille et d'avoir... Alors là, il va y avoir... Vous savez, on avait un numerus clausus. Est-ce que c'était... Le nombre des médecins était régulé dans les études. On n'avait pas le droit de le dépasser parce qu'on pensait qu'un médecin de plus, ça apportait évidemment de la consommation en plus, donc de l'argent en plus était nécessaire. C'est plus très vrai. Il y a plein de considérations socio-médico-économiques qui peuvent changer. Il y a des machines qu'on va employer, y compris chirurgicales, très vite. Dans les quelques années qui viennent, même l'examen médical
S'il y en a encore un, sera différent. Le robot médecin, vous y croyez? Bien sûr, robot. Bien sûr. C'est pas le mec qui va vous faire l'ordonnance, c'est pas le robot. Mais oui, bien sûr, des robots médicaux qui sont des robots chirurgicaux. Je ne dis pas que ce sera exactement ça dans 7 ans, peut-être dans 10, mais bien sûr, on fait déjà des opérations cardiaques avec des machines. Rien n'est plus précis qu'une machine, hein. Surtout pas le geste humain. Alors ça paraît complètement, comment dirais-je, ridicule, ou c'est pas un dessin animé, mais c'est comme ça que ça va se passer. Les opérations ophtalmiques vont se faire comme ça. Mais c'est bien d'une certaine façon, si ça marche mieux. Bon, et puis il y aura cette génomique, on saura de quelle, on sait déjà, en France, théoriquement on ne le fait pas, mais on envoie son sang, un bout de salive. On envoie aux États-Unis ou dans les pays limitrophes ici, et puis voilà, on sait ce à quoi il faut s'attendre. C'est le progrès, mon vieux, que je vous dis. C'est pas marrant, c'est pas avec ses mains. Vous savez, les médecins aux pieds nus, on disait. Les médecins aux mains nues, ça c'est pas très efficace. Hein. En tout cas, vous le disiez, il va falloir des milliards, donc ça veut dire que cette crise de l'hôpital est loin d'être dépassée? Le rôle va changer, vous comprenez. Maintenant, on voulait d'abord se débarrasser des lits. Je crois que c'est une erreur. Il faut qu'on puisse avoir des lits en suffisance. Ça dépend quelle médecine on y pratique, bien sûr. Et puis, on voulait réduire. En fait, on voulait gagner de l'argent sur le système médical. On voulait en moins dépenser. C'était pas parce qu'on voulait assassiner les gens, mais je crois que c'est pas possible. Il faut pouvoir se dire, en discuter 25 fois sur des exemples, combien ça a coûté, combien ça coûtera. Et là, les gens sont prêts. Je pense qu'un des avantages de notre pays, mais énorme avantage social, c'est d'avoir une petite carte verte et de pouvoir rentrer dans tous les hôpitaux de France sans payer. C'est inouï quand vous dites ça. Et en dehors de quelques pays européens, ce n'est pas du tout le cas. Nous, on ne discute même pas. Vous avez une carte d'assurance maladie et vous pouvez rentrer. C'est formidable. Alors, vous pouvez choisir votre truc, on ne vous demande pas. Bon, pour préserver ça, il faut qu'on le fasse avec les malades. Ce n'est pas les médecins qui doivent décider. C'est les médecins avec les malades et les malades avec les médecins. Mais je suis sûr qu'on sacrifierait un peu de plus d'argent, de son argent, pour que ce système se pérennise, pour qu'on puisse en effet profiter de ces soins, même si l'hôpital change, même si la notion de médecine change. C'est ça qu'il faut. Pour le moment, il y a une lutte terrible. Ça ne devrait pas être quand même... Ça fait des mois que ces pauvres urgentistes, qui, je vous assure, font un boulot terrible. Il faut les connaître quand même. On ne devrait pas avoir de guerre civile à ce propos. Parce que finalement, une manifestation, c'est quoi? À la fin, il y a les flics. J'ai rien contre les flics, ils font leur boulot, mais enfin quand même. Ça, en expliquant. Je ne trouve pas qu'il y ait assez d'explications en France de nos jours. Je pense qu'on découvre toujours, avec un peu de retard en tout cas, sans suffisamment de dialogue, de questions posées et de réponses apportées. On vient de vivre un grand débat national, Bernard Kouchner, quand même, en termes d'explications. Oui, monsieur Macron, je l'ai remarqué, oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça que je veux dire par le dialogue. Ce n'est pas qu'il soit avec beaucoup de talent, qu'il tienne son micro et qu'il soit au centre de gens choisis ou pas choisis, mais enfin beaucoup choisis, et qui répondent lui-même. Ce n'est pas son rôle. Il faut que tout le monde soit concerné. Écoutez, moi j'ai fait les états généraux de la... Mais vous m'avez posé des questions, je suis désolé. Allez-y. Non, finissez. J'ai fait les états généraux de la santé. Il y a eu 1000 réunions. Je n'ai pas dit que j'ai assisté, moi, à 1000 réunions. Mais ces 1000 réunions ont été telles qu'ensuite, on a nommé... Je suis très fier de cette loi. Pas seulement du sac de riz, mais ça aussi. Je suis très fier. On a fait la loi droit des malades. Eh bien, je vous assure qu'il fallait y penser. Tiens, dans le fameux colloque singulier, il y a le médecin, on en parle tout le temps. Ben, il y a aussi les malades. Et c'est parce qu'on avait fait, on a mis, je ne sais pas, plus de 6 mois, presque 1 an, pour faire ce dialogue dans tous les départements. Et ce n'était pas le préfet qui le faisait. Le préfet donnait les moyens à n'importe quel groupe, syndicat, pas syndicat,
adepte d'un hôpital ou pas, etc. Et ça a marché très bien. Je pense que c'est possible à refaire. Il y a une suspicion d'avance maintenant en France. Si une autorité comme... Enfin, si on décide, il y a quelque chose qui est décidé, les Français sont d'abord contre. On les a quand même un petit peu, comment dirais-je, chatouillés, je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin, ils sont nerveux, hein, moins qu'on puisse dire. Eh bien, ça ne devrait pas dans ce pays. Nous avons de la chance d'être en France. Regardez les pays autour. Regardez les gens qui viennent habiter dans notre pays ou prendre leur retraite. Il y a quand même quelque chose qui se passe en France et pas ailleurs. C'est que quand même, en gros, malgré les difficultés que je ne sous-estime pas, et malgré le fait que les Gilets jaunes réagissaient avec beaucoup de fondements quand même, certains. Mais vous savez, qui au monde donne des montants de retraite autant que la France? Aucun. C'est nous qui avons les retraites les plus hautes. Ce n'est pas assez. Évidemment, ce n'est jamais assez. D'autant qu'on défonce beaucoup plus, qu'il y a des systèmes auxquels adhérer. Maintenant, vous avez 4 enfants, il faut 4 téléphones. Bon, ce sont des exemples ridicules, mais c'est comme ça que ça se passe. En France, il faut pouvoir, je crois, perpétrer ce système. Alors, je ne vous parle pas des retraites, parce que vous ne me l'avez pas posé. Puis... On a compris entre les mots, mais un mot sur les régimes spéciaux, Bernard Kouchner? Les régimes spéciaux, un combat d'arrière-garde, quand on vous écoute en creux... Attendez, on s'entendait bien avec nos amis, maintenant si je dis des trucs sur les régimes spéciaux, tout le monde va hurler. Écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une retraite égale, avec des nuances selon les métiers, selon la pénibilité, voilà. etc. Mais qu'on ait le système à point, est certainement le meilleur système si on sait le mettre en ordre. Pour le moment, c'est très vague, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais oui, il faut changer parce qu'il y a des grosses différences. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner exactement le même nombre de points. D'ailleurs, on ne sait même pas combien il y aurait de points, ce que ça coûterait, etc. Mais nous sommes lancés là-dessus. Et je sais qu'il y a le 5 décembre un gros choc qui va vous arriver sur la tête parce que vous ne pourrez plus voyager, etc. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je souhaite que ça dure le moins longtemps possible, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas tendance à allonger le mouvement. À un moment donné, ça ne pourra plus être possible. Comment, dans un pays comme la France, en arriver à un point de blocage terrible? C'est vrai qu'il y a des régimes sociaux nécessaires et d'autres qui devraient pouvoir évoluer. Il faudrait le faire dans le dialogue. À part ça, je pense que le système à point, c'est sans doute, dans les pays où ça marche, il y a plein de pays où ça marche, hein, ce qu'il y a de moins inégalitaire. Donc essayons de ne pas nous affronter dans une espèce de guerre civile des régimes spéciaux contre les régimes dits non spéciaux. Ça serait bien quand même, si on pouvait se donner, au-delà des politiques droite-gauche traditionnelles, une espèce de consentement européen pour que la France non seulement reste dans l'Europe, puisqu'elle n'est pas menacée d'en sortir, mais l'Europe est menacée d'un certain nombre de dangers immédiats, populisme, extrémisme, et puis d'autres qui s'en vont. C'est dommage, c'était une belle invention, l'Europe. Non seulement c'était une belle invention, mais pour vous, dont je ne vois pas les âges, mais que je devine un peu, ça a été la grande aventure de votre temps. J'espère que vous y avez participé. Et c'était la seule façon, on a commencé à dire, et les Américains et tout ça, la seule façon de répondre positivement, sans critique exacerbée aux Américains et demain aux Chinois, et en ce moment même à Poutine, ce serait de reprendre confiance dans l'Europe. Et si vous faites ça, eh bien Pau sera non seulement une belle ville, mais vous aurez bien fait. Merci Bernard Kouchner. Finalement, ce sera une très belle conclusion. Merci pour votre écoute et merci encore pour cet entretien.